Pas de son? Ah. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde session de la journée d'aujourd'hui. Comme vous savez tous, le circuit Tanger-Maroc qui se passe dans cette salle est un circuit qui cherche à contribuer aux réflexions de la part du Royaume, aux réflexions du développement pour l'agenda post-2030. Cette session en particulier va traiter d'un thème critique dans le monde aujourd'hui, critique parce qu'il génère énormément de radicalisation dans les politiques publiques, de radicalisation dans les politiciens, et surtout génère des questions sociales et communautaires. La session qui se présente maintenant à nous, et nous vous remercions de vous joindre à nous, c'est la question de la migration et la diaspora élue. Pour cette session, je vais avoir l'honneur de faire la modération de cette session. Pour cela, je voudrais inviter M. Abdeltif Mazouz, président du Conseil de la région de Casablanca-Stad. Monsieur Mazouz. Monsieur Mazouz va nous rejoindre. OK. Je voudrais également appeler Isabel Galeote Maruenda, por favor, únase. Bienvenida. Et je voudrais également appeler Madame Séverine Diallo, directrice de programme migration à la GIZ. Et je voudrais également appeler Madame Neila Hakimi, chargée des relations internationales dans la région MENA de l'organisation VNG des Pays-Bas. Nous avons également dans le panel M. Mehmet Douman, qui est le secrétaire général de la section MEWA de CGLU. MEWA étant Middle East and West Asia, il est en train de finir une session lui-même pour nous rejoindre maintenant. Merci à tous. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est un panel de luxe, c'est un panel féminin. Rien que pour ça, je pense que ça mérite un applaudissement. Merci beaucoup. C'est un vrai luxe parce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir des sessions comme ça souvent. Et pour commencer comme ça, nous recevrons avec beaucoup d'affection et les bras ouverts M. Douman. Mais pour l'instant, on est dans un panel féminin, le temps que M. Mazouz aussi nous rejoigne. Donc, pour commencer cette session, la session est présidée par la ville de Tanger. Et en fait, la question qui se pose pour cette session est une question cruciale. Nous avons vu dernièrement beaucoup d'élus, en Europe en particulier, qui sont issus de la diaspora, qui sont issus des communautés qui sont de deuxième, troisième, quatrième génération de la migration et qui sont issus des communautés étrangères dans les pays qui sont bien sûr adaptés, mais la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment cette adaptation a eu lieu? Est-ce que vraiment cette inclusion a eu lieu? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'élus, ils ont des problèmes, souvent, pas tous, mais ils ont des problèmes. Nous avons vu, suite aux élections en France, la réaction qui a été faite pour le maire de Saint-Denis. Nous avons vu d'autres cas comme ça en Belgique et en Hollande. Je pense que la question de fond que vous voulez traiter la ville de Tanger, c'est la question de la coopération. C'est la toile de fond de cette session. La question de la coopération entre les communautés installées dans les pays d'accueil et les communautés de départ, et comment est-ce que vraiment l'inclusion, l'inclusivité et des politiques publiques plus inclusives peuvent être générées grâce à la diaspora élue dans les pays d'accueil.
Je voudrais commencer cette conversation par Isabel Galeote Marruenda. Si vous permettez, je vais passer al español. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias por unirte a nosotros en esta sesión. Tú eres responsable técnica del sector de las migraciones, de la ciudadanía, de la solidaridad y la cooperación en el Ayuntamiento de Campillos. Exactamente. Cuéntanos. Bueno, antes de nada, muy buenos días a todas y a todos y agradecer profundamente en nombre del Ayuntamiento de Campillos en la provincia de Málaga, también en nombre de FAMSI, del cual formamos parte, siendo miembros muy activos de FAMSI, llevando concretamente la Secretaría de Migraciones por razones obvias. Por razones obvias que pasaré a explicar ahora a todo el mundo. Aunque yo soy técnica de migraciones y cooperación internacional en un ayuntamiento que solamente tiene 8.700 habitantes, es verdad que al tratarse del único servicio público que existe de estas características en toda Andalucía centro amplia, muy amplia, porque ni Sevilla capital, por ejemplo, lo tiene, ni Málaga capital tampoco lo tiene, eso después de 26 años de trabajo como profesional, pero muchos años antes como activista en defensa de todos los derechos de las personas migrantes, me ha facilitado una posición casi privilegiada de contacto directo, no solamente con personas migrantes económicas, vamos a llamarlo así, y ahora explico por qué, sino personas también migrantes políticos de la diáspora de diferentes países. El situarme en este contexto, les voy a contar una anécdota que creo que es un poco reveladora en ese sentido. Recuerdo cuando la diáspora colombiana de la extinta Unión Patriótica, que estaba repartida por toda la Unión Europea, no solamente en el Estado español, participé en una conversación de hombres y mujeres que habían salido de su país de origen, expulsados de su país de origen, siendo allí militantes activos y siendo activistas en defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención escucharles cómo ellos mismos hacían diferenciación entre migrantes económicos y migrantes políticos cuando se referían a miembros de su propia comunidad que estaban en el exterior. Claro, eso me hizo pensar y me llevó a la conclusión de las personas que salen de un país de origen, que ya tienen un bagaje de activismo, de haber sido cargos públicos, de haber sido cargos electos o sencillamente de haber participado, aunque hayan quedado en la oposición en unas elecciones, por el motivo que sea, que han tenido que salir de su país, siguen siendo las mismas personas que tienen la inercia y tienen la mirada de la participación y la implicación allá donde llegan. Pero no solamente allá donde llegan, sino manteniendo el nexo de unión con el lugar de origen. Allá donde llegan se vuelven catalizadores y dinamizadores de su propia comunidad para intentar que tomen conciencia de la importancia de la participación social y política, porque saben que desde donde han llegado, quienes estamos allí viviendo, siendo originarios, originarias, vamos a decirlo así, no les vamos a dar la oportunidad de presentarse a unas elecciones, de dirigir un sindicato, de dirigir una asociación de padres y madres, de alumnos y alumnas de un colegio, sino que se lo tienen que ganar y se lo tienen que pelear. Es muy fácil cómo los discursos que reproducimos a nivel técnico y a nivel político, en este caso en Europa, que es lo que más conozco, invita a la participación de las personas migrantes que llegan. Pero, sin embargo, esa participación suele ser impuesta o dirigida. Es decir, te dejo participar y te dejo incorporarte en los espacios que yo decido en los que puedes estar y te puedes incorporar. Si quienes han llegado al país o al territorio dentro de un estado, dentro de un país, no se organizan y no pelean y reivindican ese espacio, es muy difícil que podamos ver personas
migrantes o descendientes incluso de personas que emigraron en su momento en un congreso, en una asamblea nacional, en un ayuntamiento, pero no solamente a nivel político, incluso a nivel técnico. Entramos a los ayuntamientos y quienes nos reciben son personas que son del lugar. Es decir, en las administraciones públicas no se ve la diversidad, no identificamos la diversidad que existe en la sociedad. Yo solamente, por ir un poco acotando y también porque sé que el tiempo es oro en estos momentos, invito a que todas las personas que lleguen a un lugar no se conformen con los espacios que les ceden graciosamente, sino que luchen y se organicen para poder arrebatar, porque hay que decirlo en ocasiones así, por las circunstancias que nos podemos encontrar, hay que arrebatar para poder hacer incidencia política y para poder tener representación y también representatividad en la administración pública, bien sea como personal técnico o bien sea como cargo público. Luego podré ampliar, si acaso, algunas ideas más a medida que terminemos de presentar todos y todas. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Creo que un gran aplauso. Creo que la temática de la representatividad de las comunidades y cómo se sienten representadas o no por sus electos es el punto clave de esta conversación. La cuestión es cuando no todos se sienten representados por esa persona, ya sea alguien de origen, ¿no? Ya no se sabe ni cómo decirlo porque no vale la pena decir estas palabras, pero ya sea alguien de la comunidad mayoritaria o de comunidades minoritarias, vamos a decirlo así para estar en la narrativa democrática. Muchísimas gracias. Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur Abdeltif Mazouz, président du Conseil de la région de Casablanca-Stades. Merci de nous avoir rejoints, Monsieur le Président. Alors, la région Casablanca-Stades entretient des liens historiques et économiques et humains très forts avec la migration et aussi avec les Marocains résidant à l'étranger. Selon vous, comment ces collectivités territoriales pourrait-elle mieux mobiliser cette diaspora pour en faire un partenaire de développement territorial et non uniquement une question d'acteurs économiques, mais aussi s'assurer que autant la migration que vous recevez que celle qui part de votre région ou du Maroc puisse assurer cette représentativité, se sentir représentée par les élus? Merci pour cette question. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis très heureux de participer à ce panel qui me ramène à une vieille période où j'avais la responsabilité de la diaspora marocaine. Donc au niveau du gouvernement, bon, j'aimerais placer un peu le sujet dans son contexte pour qu'on sache. Parce que quand on dit migration, il y a déjà immigration et immigration. Il y a ceux qui arrivent, ceux qui partent. Et puis il y a la zone géographique par rapport à laquelle on raisonne. En tout cas, selon les chiffres que nous avons, j'aime bien que les choses soient également quantifiées, il y a à peu près 304 millions de migrants à travers le monde en 2024. Il y avait, et je suis sûr que ça a augmenté depuis. C'est exactement le double de ce qu'il y avait en 1990. C'est-à-dire en 35 ans, on a fait autant de migrants que toute l'histoire avant. Donc, ça veut dire que ça prend une ampleur. Et que cette ampleur est liée à plusieurs facteurs. Je suis sûr que ça va discuter de ces facteurs. Il y a l'économie, il y a le climat, il y a les instabilités régionales qu'il y a, mais il y a aussi la volonté des gens de changer, d'apprendre, d'évoluer, etc. Il n'y a pas que la contrainte. Il y a aussi la volonté et le vouloir des individus. Je dis bien des individus, de vouloir un peu changer. Également, donc, cette migration a un coût. Et ce coût, c'est l'humain. Donc, devant un peu ce désir d'améliorer, les gens vont à l'aventure. Donc, en 2025, il y a eu
à peu près 7600 morts, hein, donc des gens qui ont pris l'aventure d'aller sous d'autres cieux. Et il y a eu 82 000 morts depuis 2014. Donc ça fait à peu près une moyenne de 7 500 personnes qui perdent leur vie à la tentative d'aller chercher un rêve qui se trouve ailleurs. Maintenant, c'est aussi une manne financière. Donc, dans les pays d'origine se réjouissent. C'est aussi une manne économique et une manne de compétences pour les pays qui reçoivent. Donc, nous, au Maroc, nous perdons, allez, bon an, mal an, 700 médecins par année. Hein, donc, ils vont aller ailleurs. J'espère qu'on ne les perd pas, qu'ils vont aller ailleurs et qu'il y en a qui reviennent avec des compétences différentes. Et que, donc, cette manne financière, elle a été de 905 milliards de dirhams en 2024. Elle est supérieure à l'aide publique accordée aux pays moins avancés, cumulée aux investissements, aux IDE adressés à ces pays. Donc, ça veut dire que c'est vraiment conséquent. Et c'est la contribution la plus chiffrable de la diaspora au développement de leurs pays d'origine. Parce que ça se chiffre en milliards et c'est très important. En Afrique, il y a 43 millions de migrants. Donc, je raisonne un peu en entonnoir avant d'arriver au Maroc et à la région. Il y a 43 millions de migrants, donc toujours en 2024, dont les trois quarts sont des migrants intra-africains. Donc, contrairement aux idées perçues, les Africains vont aller au-delà de la Méditerranée. Les trois quarts des migrants d'Afrique restent en Afrique. Donc, ils vont changer de pays et ils restent dans des pays du continent. Maintenant, au Maroc. Au Maroc, en 2024, on a à peu près 150 000 résidents étrangers. Ce sont les 150 000 officiellement identifiés. Donc, tous ceux qui ne sont pas officiels sont difficiles à quantifier. Et dans 60% sont originaires du continent, dans notre continent. Donc, on reste dans la logique, la migration est d'abord afro-africaine. Notre région reçoit sur les 150 000, 61 000 migrants. Donc, se trouve dans la région Casablanca-Stade. C'est 0,8% de sa population. Donc, mais ce ratio, il est le double de la moyenne nationale. Donc, ça veut dire qu'on a une présence plus marquée dans la région de migrants. Et ces migrants sont intégrés d'abord économiquement parce qu'ils travaillent dans des domaines très variés. Ça va de l'agriculture, en passant par le bâtiment, jusqu'à la finance et à la haute technologie. Donc, et toute catégorie de migrants confondus. Donc, il n'y a pas une destination j'allais dire, d'une origine pour un métier. Il y a un peu de tout, en passant par le foot d'ailleurs, donc, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde. Et le Maroc, donc, par ce biais, est en train petit à petit, de passer d'un pays exclusivement émetteur de migration à un pays de transit et puis maintenant un pays de résidence. Et ce statut de pays de résidence et d'accueil a été institutionnalisé et renforcé par la décision royale de régulariser la situation d'un grand nombre de migrants subsahariens depuis 2013, si ma mémoire est bonne, et qui a donné lieu à toute une politique justement d'intégration et de gestion des immigrants qui viennent au Maroc et qui maintenant bénéficient de tous les droits dont bénéficie un citoyen, à l'exception d'un seul, qui n'est pas prévu par la Constitution, qui est celui de voter. Donc maintenant, leur impact sur la décision publique se fait aussi à travers la société civile. Il y a beaucoup d'associations.
mixtes maroco-étrangers ou des associations dédiées à des étrangers, mais qui se font entendre leur voix via des canaux officiels, donc que ce soit par les conseils élus ou à travers l'administration. Donc, je voulais aussi dire que, excusez-moi, pour ne pas perdre le bout du fil, je reviens à nos Marocains résidant à l'étranger, qui sont, allez, on les estime à peu près à 6 millions. Au moment où je m'en occupais, c'était 5 millions, ça a progressé en 10 ans. Donc, et avec des caractéristiques qui ont beaucoup varié. On est à la 3e ou 4e génération. Les Marocains résidant à l'étranger aujourd'hui sont des Marocains à forte valeur ajoutée, avec beaucoup de col blanc, beaucoup de valeur ajoutée intellectuelle, du médecin, du financier, des managers, etc., etc. Donc, ce qui fait que même la moyenne des transferts financiers a sérieusement augmenté sur les 15 dernières années. Donc, elle a progressé d'à peu près 30%. Ça veut dire que les revenus sont plus importants. Les 6 millions de Marocains résidant à l'étranger représentent quand même 14% des migrants africains. 14%, nous sommes à peu près 5% de la population d'Afrique. Donc nous sommes 5% de la population d'Afrique, mais nous représentons 14% de la migration africaine. Ça veut dire que le Marocain, et c'est ça, je pense que notre situation géographique, notre culture, le Marocain, même par rapport à la moyenne mondiale, nous sommes largement supérieurs à la moyenne mondiale, migrants, population. Ça veut dire que le Marocain est par nature, le Marocain et la Marocaine, voyageur et mobile. C'est un citoyen mobile. Il a la mobilité un peu professionnelle, scientifique, dans la peau. Donc, ça date depuis longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Cette population, également, des 6 millions, est entourée ou elle est plutôt bénéficie d'une attention particulière, justement pour rester dans ce que vous dites, pour qu'on d'abord veiller à ce que le lien avec le pays d'origine se maintienne et se renforce. Et vous travaillez là-dessus? Pardon? Vous travaillez sur cette connexion? Nous travaillons, d'ailleurs, bon, la vérité, il ne faut pas qu'on dise des choses qui ne sont pas tout à fait officielles, ce n'est pas écrit, nous n'avons pas une prérogative dans les conseils régionaux qui s'appelle s'occuper des Marocains résidant étrangers ou s'occuper de la migration. Donc, d'ailleurs, je vais en parler dans mes recommandations, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est devenu une donne importante qu'on ne peut pas juste traiter au niveau national, comme les principales problématiques du pays. Donc, il faut aussi les traiter au niveau au moins régional, puis petit à petit au niveau territorial. D'ailleurs, la Constitution le réserve un traitement particulier. Il y a deux articles, l'article 17 et 18 de la Constitution, qui insistent sur le droit des Marocains résidant à l'étranger de participer à la vie publique, de voter, de se faire élire en tant que Marocain. Et d'ailleurs, il y en a pas mal, je n'ai pas le chiffre exact, qui sont élus dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux et dans les 2 chambres du Parlement. Et pour vous dire un exemple qui n'est pas révélateur de tout le monde, bon, notre conseil régional Casablanca-Stade, 75 membres, 9 vice-présidents. Sur les 9 vice-présidents, il y a un vice-président qui est issu de la diaspora et une vice-présidente qui est de la diaspora. Donc on a la parité même à ce niveau-là, donc qui est, j'allais dire, respectée. L'exemple de la gestion de la diaspora marocaine
est cité à travers le monde. Je vous dis, parce que je l'ai vécu, nous sommes un pays modèle pour beaucoup de choses. D'abord, la Constitution, ensuite, l'attention particulière qu'accorde Sa Majesté, vous le savez, donc l'opération Marhaba organisée chaque année est unique au monde et elle est présidée effectivement par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et puis, donc, quelque chose qui rejoint un peu ce sujet et à laquelle on ne fait pas attention. Les Marocains du monde, donc, qui sont donc, les migrants dont on parle, contribuent de manière directe et beaucoup plus directe qu'on ne le pense dans le développement des territoires par des opérations dans les villages. Donc, ils vont créer des petites écoles, ils vont créer des ateliers pour des associations ou des coopératives de production. Ils ont été précurseurs dans l'introduction de l'Internet ou même dans le branchement en eau potable dans certains douars. Donc, ils amènent une perception un peu du développement local chaque fois qu'ils viennent, en plus de tout ce qu'ils font pour leur famille de manière directe. Donc, ce qui m'amène à quelques recommandations compte tenu un peu de tout ça. Les données que je viens de présenter et qui sont appelées à augmenter, à mon avis, nous interpellent d'abord à ne pas laisser cette donne mondiale et nationale se faire toute seule. Et il serait bon de mettre en place un observatoire de la mobilité humaine, un observatoire national qui regarde un peu qui va, qui vient, et pas seulement regarder, mais en tirer les leçons et même anticiper. Et quand je dis qui va, qui vient, c'est la migration entrante, la migration sortante et les retours. Parce que le problème, c'est qu'il y a ceux qui partent et qui vont à la bonne aventure. Des fois, ils meurent, des fois, ils se débrouillent bien, des fois moins bien. Et quand ils reviennent, c'est la même aventure. Ils arrivent et bon, ils sont marocains dans l'âme, ils sont marocains dans la culture, mais ils ne sont pas, des fois, marocains dans les pratiques de tous les jours. Comment je fais avec l'administration, comment je fais avec ça, etc. Donc, quand quelqu'un vient, il veut revenir au Maroc, il veut apporter ses compétences, son expérience, etc., il faut qu'on ait des interlocuteurs un peu à ces Marocains qui reviennent et à ces immigrants qui viennent. On a des immigrants qui viennent avec leur talent. Il ne faut pas qu'ils partent en l'air. Donc, le fait d'instaurer un observatoire qui suit ces mouvements entre le Maroc et l'étranger, mais aussi intra-marocain. Et quand je dis au Maroc, ça peut s'appliquer à d'autres pays, donc je prends mon pays comme exemple, mais bon, parce que je le connais plus. Et la mise en place de cet observatoire, en oubliant la notion, excusez-moi, j'ai toujours voulu raisonner mobilité plus que migration, parce que la notion de migration est un peu dénigrante des fois. Deuxièmement, à partir de ces observations nationales entre le pays et les autres pays et à l'intérieur des régions, devrait nous permettre d'avoir de la data, d'extrapoler des choses sur l'avenir, de préparer des politiques urbaines. Donc, lorsque vous avez une région qui reçoit plusieurs migrants ou une région qui perd beaucoup de ses compétences, il faut préparer ça et préparer également la partie urbaine, la partie sociale, scolaire, médecine, sécurité, etc. etc. Donc, c'est des mouvements de population. Également, l'idée, c'est, on avait commencé à le faire, et je pense qu'il y a encore des embryons de plateformes de compétences. Encore une fois, je reviens à la Coupe du Monde. C'est l'actualité du jour. J'estime que c'est un très bon exemple. On est allé chercher des compétences là où ils se trouvent. On les a démarchées one-to-one. Et on a eu des résultats. Donc on est allé chercher des joueurs, des entraîneurs qui sont venus. Il y a une démarche très ciblée. Et aujourd'hui, on a des problèmes en ressources humaines dans la santé, dans l'ingénierie, dans
certain niveau de la recherche ou de l'éducation. À mon avis, c'est une très belle approche qu'il faut adopter. On ne peut pas laisser les choses se faire naturellement quand on est en train de déployer des plans de développement aussi ambitieux que ceux que le Maroc est en train de mettre en place. Et accompagner tout ça de structures décentralisées, notamment régionales, pour suivre tous ces éléments, ne pas rester dans l'approche sécuritaire de la migration, mais aller vers une approche socio-économique de la mobilité humaine. Et je terminerai par, puisque nous sommes à la CGLU, il y a beaucoup d'organes internationaux ou régionaux qui méritent qu'on réserve un quota à la diaspora pour qu'elle soit dedans, parce que ça, c'est pas territorial, parce que qu'on ne le veuille ou pas, un élu local, c'est très difficile d'habiter au Canada et dire que je suis élu local à Bjed. C'est pas évident. Donc, je peux donner des idées, etc. Mais bon, là, les idées, ça se... Par contre, si je suis dans une approche partagée d'une organisation internationale ou régionale dans le sens continental ou autre, je peux justement apporter, on peut créer cette synergie de compétences, de connaissances entre les différentes diasporas, des différents pays, et des continents comme le continent africain en a beaucoup besoin. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, sur cette perspective. C'est très riche ce que vous avez partagé, parce qu'on ne parle pas uniquement de ce que vous recevez, mais de ceux qui partent et qui reviennent. Et là, effectivement, ça ouvre la voie non seulement à cette mobilité qui ramène des fonds, qui ramène de la richesse, mais cette mobilité qui ramène aussi de la richesse humaine, du capital humain, de cette mobilité aussi qui ramène du capital humain non marocain, mais qui vient vivre et enrichir le territoire. Moi, j'ai beaucoup aimé comment vous avez planté un décor pour le territoire qui est juste en termes de capital humain, de ressources de fonds, mais des ressources de fonds qui ont leur importance aujourd'hui dans cette mobilité humaine au niveau mondial. Très souvent, les gens parlent de la migration, comme vous le disiez très justement. Ah, la migration comme étant... La migration est source d'opportunités. Et non seulement pour les territoires qui reçoivent, mais pour les communautés qui reçoivent. De les enrichir, de les nourrir, que ce soit ici au Maroc, que ce soit ailleurs. Et ça, je pense que vous avez vraiment planté ce décor de cette manière. Je vous remercie, Monsieur le Président. Un autre thème très important, c'est quand vous parlez mobilité, moi j'aimerais, c'est très juste, et j'aimerais reprendre ce terme pour dire l'humanité s'est construite sur la mobilité humaine. Moi j'aimerais bien savoir d'ici qui, depuis l'origine des temps, a vécu au même endroit et aujourd'hui vit encore dans le même endroit. Mes propres ancêtres, je veux dire. Ils sont sortis du Tafilelt, ils sont partis en Andalousie, ils sont revenus en 1492 après Grenade et on s'est installé à Tanger. Et tout le monde, je pense, je ne vois pas comment est-ce que d'autres... Et en tant que tangéroise aussi, je voudrais reprendre ce que vous avez dit au début et ça me ramène sur le capital humain et c'est très juste. Très souvent, étant jeune à Tanger, on trouvait des personnes mortes au matin sur les rives de la baie, ici, de la baie de la ville, qui ont fait la tentative de nager dans la recherche de cet Eldorado. Et vous avez raison, c'est aussi ce chiffre qu'il faut voir, et les chiffres qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui font la tentative, et ils ne sont pas recensés. Merci beaucoup d'avoir levé aussi ce point. Vous avez planté un décor très généraliste et très, très, très particulier. Je vous remercie pour cette dimension. Je voudrais maintenant passer la parole à M. Mohamed Douman qui nous a rejoint. Je l'ai présenté au début, il était dans une session, il nous rejoint maintenant. M. Mohamed Douman est secrétaire général de la section MEWA, Middle East and West Asia. Et dans cette section, parfois nous avons participé à beaucoup de
de conférences que vous avez organisées spécifiquement sur la question de la migration. Cette région est très touchée par les questions de migration. La Turquie est une zone de passage comme le Maroc l'est, à la recherche de l'Eldorado. Il y a des Marocains également ou des subsahariens qui cherchent à passer par la voie turque pour rejoindre la Bulgarie, etc., dans des très mauvaises conditions. Sans parler des conflits qu'il y a dans votre région, des problèmes de chaleur et de problèmes d'eau qui sont aussi générateurs de mobilité humaine. Dans cette mouvance mondiale qui se fait aujourd'hui et qui est en train de générer une humanité beaucoup plus mixte, beaucoup plus mélangée et beaucoup plus intégrée, comment est-ce que votre région, depuis la perspective des gouvernements locaux et régionaux de votre région, cela se vit? À vous la parole, Monsieur le Secrétaire général. Thank you, moderator. Thank you, moderator, distinguished mayors, colleagues, ladies and gentlemen. I speak today not as an elected representative from a diaspora background, but the perspective of a regional organization representing local government across the Middle East and West Asia, a region that has long been shaped by migration, mobility, and cultural diversity. The leaders gathered here today represent something important. They have chosen public service in societies that do not always make that path easy. Their presence in elected office strengthens democratic representation, but it also comes with a particular burden. The need to prove a legacy that others are never asked to prove and to navigate institutions that were not built with them in mind. This is both the challenge and the opportunity of diaspora leadership, and it is precisely why their voices matter, not only for the communities they represent, but for the quality of our democracies as a whole. But we must also be honest about a deeper structural problem. Human mobility policy is set at the national level, but integration happens in cities, in neighborhoods, in schools, and in local services every single day. Local governments play a vital role in integration, and they must be considered partners in national-level policy dialogue. This gap between recognition and reality is not administrative. It is political, and it must be addressed. Local governments are the level of government closest to citizens and often the first responders to the realities of migration. Through inclusive policies, participatory governance, and community engagement, cities are already showing how inclusive governance, when properly resourced and supported, can turn the challenges of the diversity into engines of social cohesion and democratic renewal. As we approach the end of the 2030 Agenda, the world is beginning to shape what comes next. And I want to say this clearly, the post-2030 Agenda must build with cities, not for cities. Local governments must be architects
of the global framework for human mobility, not simply implementers of decisions made elsewhere. Local governments need the mandate, the capacity, and the resources to act. Safe and regular migration pathways must be expanded. And above all, we must recognize that building inclusive cities is not a local responsibility alone. It requires genuine alignment across all levels of government. Let us continue working together to ensure that our cities remain places of opportunity, belonging, and hope for all. Thank you. Thank you very much, Mr. Secretary General. Indeed, the question of the local government being at the heart of the next design of development of the planet puts the territory at the heart of the next foundations of this new era that we are building and that we are transiting and navigating as much as we can. COVID has not only been a just large pandemic, it has been really the beginning of a transition, a transformation of humanity. And we are there, and I hope that it is part of the new approach that the decision makers through the local government should make to have a new design of development and the resources of the planet. Thank you very much, Mr. Secretary General. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Séverine Diallo, directrice de programme migration à la GIZ. Madame Diallo, à travers les programmes que vous avez accompagnés dans différents territoires, comment pourriez-vous aujourd'hui définir les principaux facteurs qui permettent à une ville ou à une collectivité locale de transformer la migration et de la transformer en opportunité? Et c'est de ça qu'on a parlé jusqu'à maintenant, plutôt qu'en facteur de tension. Comment est-ce qu'à travers la GIZ, vous tentez de mener et de développer cette voie? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et vraiment, je vous remercie de nous avoir invités à participer à cet échange, à ce panel qui a une thématique très pertinente, très intéressante. Donc, nous, à la GIZ, c'est l'agence de la coopération allemande. Nous voyons effectivement la mobilité ou la migration comme une opportunité, comme une chance pour le développement local et national. La GIZ donc, est une agence de coopération qui accompagne les collectivités territoriales locales, les régions, les municipalités, mais aussi les acteurs de la société civile dans leur politique, leur gestion des actions locales pour donc améliorer la gouvernance de la migration. Donc nous avons plusieurs projets qui couvrent les différents aspects, les différents types de populations aussi qui ont été très bien décrites précédemment. Donc nous travaillons notamment avec la diaspora marocaine résidant en Allemagne à travers un projet qui est financé par le gouvernement allemand mais aussi par l'Union européenne, le projet POMIR, et qui s'intéresse voilà, à la situation de la population marocaine qui est maintenant à la diaspora marocaine qui est en Allemagne et aussi à son investissement socio-économique ici au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la population, la diaspora marocaine qui est estimée vivre en Allemagne est à peu près de 250 000 personnes. Et c'est une diaspora qui est très bien intégrée au niveau local. Elle est intégrée dans les réseaux professionnels, elle est intégrée aussi dans l'action politique. On en a parlé tout à l'heure. On a des personnes issues de la diaspora marocaine qui s'engagent au niveau politique local en Allemagne.
Et aussi maintenant, ce qu'on observe, c'est aussi l'investissement ici au Maroc, à travers soit, on a évoqué le transfert de fonds, mais aussi à travers la création d'entreprises, à travers l'entrepreneuriat ici au Maroc, ou à travers aussi le transfert de compétences. Et donc c'est là où on voit effectivement que c'est une opportunité, tous ces échanges pour les collectivités territoriales ici au Maroc. On a un très bon exemple de coopération, de partenariat. On a accompagné la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima aussi dans un partenariat, dans la signature d'un mémorandum d'entente avec une région allemande, la région Basse-Saxe, autour de la ville de Hanovre en Allemagne. Et ce mémorandum d'entente a vraiment été co-créé, accompagné des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien du côté de la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima, mais aussi du côté allemand, pour trouver des facteurs communs d'intérêt. Bien sûr, il y a l'intérêt économique avec l'investissement d'entreprises allemandes et aussi l'investissement de ces diasporas, de la diaspora marocaine en Allemagne, ici dans la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima. Il y a aussi la question de la mobilité professionnelle. Et ça, c'est une question très importante pour le côté allemand, notamment, mais aussi pour le côté marocain, avec ce transfert de compétences, et aussi la formation professionnelle. Donc, en ce qui concerne la mobilité professionnelle, comme vous le savez, en Allemagne, mais aussi en Europe actuellement, il y a un fort besoin en main-d'œuvre, en professionnels, en compétences qualifiées. Et donc, il est important, et l'Allemagne, et ça je tiens à le préciser parce que comme vous l'avez dit au tout début dans l'introduction, c'est souvent un sujet sensible, mais l'Allemagne et l'Union européenne tiennent particulièrement à ce que cet échange, cette mobilité professionnelle se fasse de manière éthique, équitable pour les différents pays. Et donc, on appelle ça triplement gagnante. Gagnante pour le pays de destination, pour le pays d'origine et aussi, bien entendu, pour la personne. Et maintenant, on parle même de quadruplement gagnante parce qu'il y a aussi le secteur privé, l'entreprise, le développement économique qui est aussi gagnant. Et donc, à travers ce partenariat régional, ça permet en fait de créer un cadre politique et de créer aussi une confiance et une connaissance de l'autre, du fonctionnement de l'autre région, de l'autre pays, des institutions, du cadre aussi de la formation professionnelle. Et ce cadre aussi permet de créer d'autres partenariats et de créer encore plus d'échanges et encore plus de connaissances. Et donc, on l'a vu, ça s'est traduit très concrètement avec la tenue de forums ici à Tanger, avec la venue de partenaires allemands, aussi bien issus du secteur privé, de la société civile, des réseaux de la diaspora marocaine en Allemagne et aussi des institutions. Et inversement aussi avec la venue en Allemagne de délégations marocaines de la région, mais aussi plus au niveau national. On a aussi une coopération qui est renforcée entre notamment les agences pour l'emploi, aussi bien l'ANAPEC ici au Maroc que l'Agence fédérale allemande pour l'emploi. Et l'objectif est vraiment de renforcer cette coopération et d'agir dans des secteurs professionnels où, bien sûr, il y a un besoin en main-d'œuvre en Allemagne ou plus largement en Europe, mais où ce besoin est suffisamment couvert ici au Maroc. Donc, très concrètement, les secteurs comme la santé, par exemple, ou l'informatique, où il y a des besoins, et maintenant, dans une moindre mesure, la construction aussi, où il y a des besoins ici au Maroc, ne sont pas adressés. C'est-à-dire, on travaille dans d'autres, les gouvernements allemands et marocains travaillent dans d'autres secteurs où il y a suffisamment de main-d'œuvre ici au Maroc.
Donc voilà, donc ça c'est un aspect de notre travail. Ce qu'on fait également, c'est qu'on accompagne les diasporas sud-sud. C'est-à-dire qu'on a tout un projet aussi pour mieux connaître les mouvements de diaspora entre le Maroc et les autres pays africains. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la migration, la mobilité est tout d'abord intra-africaine. Et donc, il y a un besoin en fait de recherche, de meilleure connaissance de ces flux migratoires et de cette mobilité intra-africaine. Donc, nous accompagnons les acteurs au Maroc, mais aussi dans leur coopération avec d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Mali et la Tunisie, pour renforcer leurs échanges, leurs connaissances communes et créer d'autres opportunités, en fait, donner d'autres opportunités aux personnes qui souhaitent venir dans un des autres pays, que ce soit pour des raisons économiques ou sociales ou familiales, et pouvoir développer aussi leurs compétences et pouvoir aussi être accompagnées si elles souhaitent créer une entreprise. Donc là, nous travaillons notamment avec un think tank, un institut de recherche marocain, le Policy Center for the New South, qui est basé à l'université polytechnique Mohamed VI à Rabat, qui fait des recherches notamment sur les données sur les profils socio-économiques de ces diasporas-là. Donc nous travaillons également là-dessus. Ce que je tiens à... on a un dernier aspect aussi qui a été évoqué tout à l'heure, c'est aussi sur le retour et la réintégration. Parce que c'est un point aussi très important d'accompagner les personnes qui reviennent dans leur pays d'origine, notamment le Maroc, pour être accompagnées par des mesures sociales, économiques, pour les accompagner dans la réintégration, aussi bien du tissu économique, mais que du tissu social marocain. Parce qu'il faut imaginer qu'une personne qui a vécu des dizaines d'années, par exemple, à l'étranger, a un décalage et donc doit se réhabituer aussi au fonctionnement des institutions dans son pays d'origine. Donc c'est un aspect aussi très important pour la réussite économique de ces personnes-là et leur réintégration. Et avec tout ça, en fait, avec cet ensemble de mesures d'accompagnement, de soutien, de co-création, de projets, l'idée, je crois, même pas l'idée, mais le fondement derrière, c'est aussi de montrer qu'il y a des voies légales qui sont possibles, qui existent, qui sont gratuites ou très peu coûteuses, et qu'il y a des services qui existent, il y a vraiment tout ce maillage institutionnel et aussi de la société civile qui accompagne les différents types de mobilité. Et donc, à travers ça, contrer la migration, la migration illégale et les acteurs qui sont mal intentionnés et à qui profite une migration illégale. Donc l'objectif, c'est de montrer qu'il y a des opportunités, bien sûr il y a des défis, mais les voies légales existent dans tous les sens en fait, pas uniquement sud-nord, mais aussi nord-sud et sud-sud. Et donc, il faut se tourner vers ces acteurs-là qui proposent un accompagnement, qui proposent une sécurité, une migration équitable et sûre surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup d'abord pour le travail que fait la GIZ. Hein. C'est une agence de coopération, on n'oublie pas. Et elle est là pour soutenir les projets, soutenir la population, soutenir les citoyens et les structures de société civile qui s'articulent autour de la coopération. Donc merci déjà à la GIZ pour ce travail. Et vous nous avez expliqué
En fait, c'est comme si vous aviez apporté concrètement le type de projets qui peuvent se faire sur les problématiques qui ont été posées par le président de Casablanca. Donc, on est vraiment sur... ça s'articule très, très bien. Je vous remercie pour cela. Il faut aussi prendre en compte le fait, en vous écoutant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si on doit réfléchir l'agenda de développement post-2030, aujourd'hui, malgré les questions politiques qui sont posées, malgré les radicalisations des politiciens, malgré les questions qui sont posées spécialement en Europe, le prochain agenda de développement devrait se structurer autour de la mobilité humaine. Et comment répondre à cette question? Et les services publics devraient venir là. Et en vous écoutant, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, je voudrais passer la parole à une grande amie déjà, Neila Kémé, mais aussi, Neila, tu es tunisienne, tu habites en Hollande, tu as été élue également. Tu fais partie de l'association des gouvernements locaux du Pays-Bas, la VNG, et tu travailles aussi dans ta propre dynamique pour pouvoir, dans ton propre cabinet, pour pouvoir aider et implémenter, aller plus loin. Et on est beaucoup à vouloir faire ce type de choses parce qu'on veut passer à avoir un véritable impact après avoir travaillé pendant longtemps, des narratives, appuyées, etc. Quand tu entends tout ce qui a été fait et tout ce qui s'articule, qu'est-ce que tu voudrais apporter comme message dans cette vision à la question de cette diaspora élue, les plus et les moins, et comment aider, comment réellement elle aide l'intégration de cette mobilité humaine. Elle ne devient pas un changement d'identité pour les pays, mais une richesse et une prospérité. À toi la parole. Un grand merci, ma chère amie, de m'avoir impliquée dans cette discussion très pertinente. Et je te félicite pour la modération excellente comme d'habitude, multilingue comme d'habitude. Et je vous félicite vraiment pour l'organisation de ce panel, mais aussi pour le congrès qui se voit très réussi avec des thématiques très intéressantes dans la très belle ville de Tanger et dans le beau pays, le Maroc, que j'aime énormément. Où commencer? Être dans ce panel, je me reconnais dans tout ce qui a été dit. Je me reconnais à titre personnel, à titre académique et à titre professionnel. Je commence par le personnel. La question de migration, de mobilité est une question de perception. Et je pense tant qu'on n'arrive pas à changer la perception pour voir cette richesse positive, on va toujours être vraiment mis dans un coin de négativité qui est malheureusement très utilisé aussi par les politiciens pour vraiment dénigrer la migration, pour que ça ne devienne pas, au point qu'on ne veut même plus parler de migration, parler de mobilité. C'est ça, vraiment cette charge négative de ce mouvement, tu viens de le dire, aussi ancien, et qu'on ne peut pas l'éviter, c'est inévitable. En tant que néerlandaise d'origine tunisienne, pour moi, ça a été très intéressant de voir comment aussi je peux ramener ma voix à ma ville, parce qu'aux Pays-Bas, c'est un pays très décentralisé. La gestion des affaires publiques locales, c'est vraiment décentralisé. Il y a une grande confiance institutionnelle aux conseils locaux pour gérer les fonds, pour gérer les activités et œuvrer pour une meilleure vie à tous les citoyens et les citoyennes. C'était pour moi une intéressante aventure parce que j'étais la seule élue d'origine non néerlandaise dans ce conseil. Et c'était très intéressant pour moi de voir quelle valeur ajoutée, c'était aussi un défi personnel, quelle valeur ajoutée je vais ramener à cette discussion autour des écoles, autour de la santé, autour des personnes âgées, dans un contexte de décentralisation aux Pays-Bas qui est depuis 2015, on a décentralisé les affaires sociales. Donc, un pays quand même de 100 ans de décentralisation, on vient de faire la dernière vague de décentralisation en 2015. Et c'était très intéressant parce que ma contribution en tant que femme d'origine non néerlandaise, ce n'était pas seulement utile par rapport aux personnes qui me ressemblent, mais aussi pour toute personne vulnérable,
d'origine néerlandaise, de citoyens néerlandais, mais dans des situations vulnérables. Et ça a été un témoignage qui a été fait par le maire de ma ville qui s'appelle Douwen quand j'ai dû malheureusement me désister de mon poste parce que j'ai eu un poste de travail qui a demandé beaucoup de moi, de voyage avec une jeune famille. Et c'était ça ce qui a été dit dans le témoignage de cette cérémonie d'adieu. On m'a dit que t'avoir avec nous, c'était pour nous aussi un peu différent parce que je viens d'une autre culture, d'une autre vision de femme. Mais ça a été très utile pour le conseil municipal de voir les questions de vulnérabilité différemment. Et je pense que cette expérience, déjà très pratique et très, très concrète, démontre cette valeur ajoutée, quand vous voulez, de mentionner, de cette vision différente de la diaspora qui sont impliquées. Aux Pays-Bas aussi, il y a beaucoup de diaspora marocaine et j'ai eu la chance de travailler avec des leaders aux Pays-Bas qui sont des Marocains. Je parle de l'ancien maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, le maire actuel de Arnhem, M. Ahmed Markouch. Et cette valeur ajoutée que donne aussi cette diaspora marocaine à la façon de gérer les affaires publiques aux Pays-Bas, c'est très intéressant parce que ça donne de la richesse et quand on quand on adopte cette richesse-là, ça donne vraiment une grande une inclusivité sincère et genuine de la question de la gestion des affaires locales. Du point de vue académique, j'ai été impliquée sur plusieurs projets de recherche sur la question migratoire. Je reconnais énormément, que M. le Président a mentionné, comment on pourra exploiter mieux les flux de migration pour l'économie, pour les finances. Et il y a tellement d'études, le manque à gagner que le monde, surtout euro-méditerranéen, souffre de cette pression négative et du fait qu'on n'arrive pas vraiment à exploiter ces flux migratoires qui sont là, qui sont réalisés de la meilleure manière. Et au niveau local, et là on est dans un congrès de CGLU, au niveau local, les municipalités sont vraiment frontliners, sont vraiment les structures qui gèrent les flux migratoires sur leur territoire, parce que la migration, ce n'est pas abstract, ça se fait sur le territoire. Et comme vous l'avez mentionné aussi, Monsieur le Président, vous avez parlé de plusieurs raisons où on voit les flux migratoires deviennent de plus en plus intenses, les guerres, les problèmes économiques, etc. Ce qui fait que les territoires, les municipalités font face à des situations différentes, nouvelles. Donc il y a une croissance démographique de leur population instantanée. On voit ça en Europe, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de polarisation politique autour de la réception des migrants, parce que ça met beaucoup de pression sur les services publics. Mais on parle de nouvelle génération de services publics universels. Les territoires font face à une réalité, la migration est une réalité, les flux migratoires sont là, donc il va falloir être créatif et inventer une nouvelle façon d'être aussi inclusive à ces groupes qui sont vulnérables, mais aussi ils ont un grand potentiel pour la ville. Et je pense que la coopération intermunicipale dans le monde permet aussi de favoriser un contexte beaucoup plus intéressant pour la collaboration entre peuples. Et un exemple particulier pour dire que la question migratoire on peut changer la perception de la question migratoire grâce à la diplomatie municipale. Vous savez, l'Association des municipalités marocaines a une relation très traditionnelle, très ancienne et très fructueuse avec l'Association des municipalités néerlandaises. Quand il y a eu l'earthquake, le tremblement de terre à El Haouz, donc avec le contact direct avec nos collègues au Maroc, il y a la diaspora marocaine au Maroc, ils voulaient faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et cette relation institutionnelle entre deux associations de municipalités dans les deux pays a facilité pour avoir un appui, pour avoir une contribution dans une situation de crise. Je pense que c'est très important, si on parle de questions migratoires, de ne pas oublier la diplomatie des villes, parce qu'on doit absolument changer cette perception du négatif vers le positif. Je pense que c'est ça notre challenge le plus marquant. Pour pouvoir faire passer les messages positifs par rapport à la migration. Et si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment ça. Œuvrons-nous tous et surtout, mettons en œuvre le potentiel que les gouvernements locaux, que les municipalités peuvent avoir pour une meilleure gestion des flux migratoires, mais aussi pour une relation fructueuse et positive de cette réalité
qui est là et qu'on ne peut pas faire sans elle. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Neila. Merci. Vous avez remis les villes au cœur de la question de la mobilité humaine, donc le leadership de ces villes également, donc les élus. Donc on revient à la diaspora élue. On a fait le tour, on revient à la diaspora élue. Moi, personnellement, je voudrais vous remercier chacun de vous pour la générosité de vos apportations dans cette conversation. Je voudrais maintenant faire un rapide tour de table de chacun de vous pour vous dire quelles seraient les recommandations finales après cet échange sur la question de la diaspora élue. Et je voudrais ajouter un point. C'est celui de la démographie. En Espagne, je sais que Pedro Sánchez est en train d'ouvrir, et a fait des efforts, en tout cas, autant qu'il peut, pour ouvrir la question de la migration. Et il tente d'expliquer à tout le monde que c'est aussi une question de survie du système social de bien-être espagnol, de l'État espagnol. Parce que les chiffres doivent rester, parce que qu'on appelle ça, je sais, j'avais le terme en espagnol, c'est même pas ça, je suis en train de mélanger entre français et espagnol. Sí, pero bueno, creo que... Les retraites. Sí. Les retraites espagnoles, pour pouvoir garder cette société du bien-être, del bienestar, il faut que les gens continuent à travailler, qu'il y ait les mêmes chiffres pour travailler. Et donc, il a cette façon, opportunité, comme disait Madame Diallo et Monsieur le Président, une opportunité, c'est une opportunité. Et c'était juste pour ajouter un peu de l'eau à notre moulin sur les échanges qui ont été réalisés. Juste une phrase ou deux sur comment vous verriez cette question de la diaspora élue. Et Isabel, por favor. Bueno, pues precisamente yo soy una de las que está trabajando de forma muy activa en todo el proceso de regularización de personas inmigrantes, porque desgraciadamente no todas las administraciones públicas, no todos los ayuntamientos se han implicado de la misma forma a la hora de facilitar que las vecinas y vecinos, porque son vecinas y vecinos de diferentes orígenes que están en situación irregular, puedan acogerse a este derecho. Tanto es así como que estoy aquí participando en este foro internacional que supone el encuentro de la CGLU. Y estoy con el ordenador prácticamente en la habitación resolviendo dudas y acompañando a los equipos que he dejado allí en el ayuntamiento. Precisamente hemos tenido que recurrir al argumento de la parte economicista que aportan las migraciones, que no es el argumento que a mí me gusta. Porque una parte demasiado importante de la población española, de la población europea, se ha posicionado en contra de este proceso de regularización de personas que ya están allí en España, en este caso, que están aportando en todos los sentidos, no solamente económicamente, pero parece ser que tenemos que recurrir constantemente a la cuestión de la aportación económica y no de la aportación al sistema democrático y al sistema, a la convivencia y a la cohesión social que ya de por sí aportan las personas que migran. Qué duda cabe que los ayuntamientos, porque estamos estamos en el Congreso en el que estamos, los ayuntamientos somos quienes gestionamos el hecho migratorio en sí. Los estados son entes un tanto abstractos, pero sin embargo los ayuntamientos lo hacemos sin transferencia de competencias y sin transferencia de medios económicos. En mi caso, y vuelvo a insistir un poco en lo que decía al principio, hablar de la diáspora de cargos electos es muy importante, y porque responsables políticos de los lugares de donde se sale, o líderes o lideresas sociales de los lugares de donde se sale, no es solamente describir un fenómeno de movilidad humana o de cambio geográfico, es mucho más, como ya se ha visto en lo que han aportado los compañeros y las compañeras. Lo que yo querría aportar aquí es
que aquellas personas que salgan de sus lugares de origen y vayan a otro, que la mochila que cargan una mochila de participación y de concienciación social, política, de derechos y de justicia social, la desarrollen en el lugar donde llegan, pero que no dejen de estar en contacto del lugar de donde ha salido. Y para eso los ayuntamientos, los gobiernos locales, no solamente los gobiernos a nivel estatal, tendríamos que generar mecanismos para que aquella diáspora nuestra, hijos de nuestros municipios que han salido fuera, tengan una oportunidad de poder participar y de poder aportar, no solamente mediante remesas económicas o remesas de conocimientos, sino aportar en términos de decisión, como por ejemplo sucede en determinados países como Ecuador, que reservan una cuota de participación y de elección en la diáspora que tienen en el exterior, porque no dejan de ser, aunque consigan otras nacionalidades, no dejan de ser ni de pertenecer a la comunidad de donde salieron. Por lo tanto, por un lado, esperemos que después de este proceso de regularización extraordinaria que estamos desarrollando en el Estado español, se nos permita a España seguir trabajando por la buena convivencia y, como lo hemos estado haciendo, se nos permita, me refiero a nivel europeo, porque desde luego las cosas no pintan bien con la famosa directiva de la vergüenza que hemos nombrado, como la hemos mencionado en el Estado español. Y luego, por otro lado, no olvidemos que somos gobiernos locales, que estamos gestionando el hecho migratorio y que las cifras están muy bien, pero que todo lo que hagamos para que la cohesión social en los lugares donde estamos gobernando sea una realidad. Y eso pasa por no permitir, porque la palabra no es permitir, sino generar los espacios para que realmente la participación social, política, en la vida de la comunidad de quienes han llegado sea una realidad y no tengan que estar rogando para poder ocupar espacios que por derecho, por ser vecinos y vecinas, les corresponde. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. On va continuer le tour de table. Je vous demanderai d'être un peu bref par rapport il faut qu'on ferme la sesión. No pasa nada. Tenía que haberlo dicho antes. No, lo siento. Je vous demanderai d'être bref. Il faut qu'on ferme la session, mais j'ai vraiment envie d'avoir votre feedback en 2-3 phrases sur la question de la diaspora, de la représentativité des communautés. Séverine Oui, Gallo. merci beaucoup. Donc, je vais parler pour l'Allemagne. L'Allemagne a également donc un très grand besoin de migrants, de main-d'œuvre actuellement. Et l'Allemagne s'ouvre ces dernières années énormément à une population étrangère. Et donc, cela crée beaucoup de défis pour l'intégration et le vivre ensemble. Donc, c'est quelque chose d'assez important pour l'Allemagne et c'est une question cruciale et qui revient bien sûr dans la politique. Et je tiens à souligner vraiment l'importance d'avoir des élus issus de la diaspora locaux notamment, et je vous félicite pour ça, pour votre mandat aux Pays-Bas. Et il en faut encore plus parce que les populations vont s'adresser en premier lieu à des élus qui leur ressemblent, qui comprennent leurs problèmes, leurs défis, leurs questionnements. Donc c'est essentiel. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que pour vraiment réussir cette intégration, il faut vraiment donner des moyens à la société civile aussi. Et il y a par exemple en Allemagne la création de Welcome Centers pour accueillir ces nouveaux arrivants, pour leur donner des informations, pour répondre à leurs questionnements. Ça peut être tout bête, ça peut être comment est-ce que j'ouvre un compte bancaire, comment est-ce que je fais pour payer mes factures. Voilà, il y a plein de choses. Et donc ça, la société civile joue un rôle prédominant dans la réussite de l'intégration. Et les réseaux de la diaspora, pour moi, on travaille beaucoup avec les réseaux de la diaspora marocaine en Allemagne, sont essentiels parce qu'ils font ce lien, bien évidemment, ce lien entre les deux cultures. Ils connaissent parfaitement la culture d'origine, la culture du pays d'accueil et peuvent répondre et peuvent accompagner et vraiment être un facteur de réussite à l'intégration de ces nouvelles populations pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles s'intègrent,
pour qu'elles participent à la vie locale, à la vie politique et réussissent leur intégration sur le long terme. Très bien, merci beaucoup. Naila, en quelques... Brièvement, tu me connais. Merci. Je pense que, à mon avis, je peux peut-être résumer ou bien passer un message en 3 C. Le premier C, c'est vraiment la chance. Je pense qu'on a la chance d'avoir les diasporas des différents pays dans d'autres pays parce que c'est un connecting factor. Et si on parle d'un monde connecté, je ne vois pas mieux que la diaspora qui peut connecter le monde d'une façon positive. Donc reconnaître que la diaspora est une chance, c'est déjà très très important. Mais reconnaître que c'est une chance n'est pas not enough, c'est pas assez. Donc il va faire un choix, c'est ça mon deuxième C, vers un choix institutionnel des gouvernements, le cas du Maroc où on reconnaît la portée institutionnelle du rôle de la diaspora, aussi au niveau local, et là j'insiste sur l'importance de renforcer la diplomatie des villes et de connecter les peuples à travers les diasporas, et à un niveau beaucoup plus macro, au niveau mondial, des réseaux comme la CGLU et d'autres, travailler sur des chartes de valeurs où la diaspora a vraiment un rôle reconnu pour qu'ils peuvent le jouer et qu'ils peuvent avoir l'espace facilité pour le faire. Mon troisième C, c'est on fait tout ça pourquoi ? C'est pour un changement. C'est ça mon troisième C, le changement de perception, le changement de vision par rapport à ce qu'on peut faire, à ce qu'on ne peut pas faire, et être sûr que toutes les actions qu'on mène, ce ne sera pas des actions liées à des projets, mais c'est vraiment une vision soutenue par une philosophie durable de l'importance du rôle de la diaspora dans le changement des relations, le changement des sociétés, et faire en sorte que cette implication de la diaspora sera traduite par des services mieux, par une vie meilleure de tout le monde et une compréhension culturelle, sociétale pour un monde meilleur. Voilà, c'est mes 3 C. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez l'air d'acquiescer ce que vient de dire Naila. J'adhère aux 3 C d'abord. Ensuite, des formations professionnelles, je m'excuse, je vais vous rappeler encore, vous souligner un chiffre qui m'a été inspiré par la première observation concernant la démographie et la problématique des retraites, qu'on a tendance à croire que ça n'existe que dans le vieux continent. Ça existe chez nous, au Maroc. Les Chinois ont levé la contrainte d'un enfant par couple. Donc c'est qu'il y a une problématique de démographie qui s'impose. Et les prévisions, et donc compte tenu de tout ça et de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les prévisions, je vous ai dit que le monde a fait 35 ans pour doubler du nombre de migrants. Et il est prévu que dans 25 ans, on va le doubler encore. Donc on va passer des 300 à 600. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, mais qu'il faut gérer. Il faut gérer comme opportunité. Et je reviens à vos C. Deuxièmement, il ne faut pas tomber dans le piège compte tenu de toutes ces contraintes, notamment de la contrainte démographique. Il ne faut pas que les pays qui étaient des fournisseurs de ressources naturelles deviennent des fournisseurs de ressources humaines. Donc, il faut que la ressource humaine ne doit pas être considérée comme une balance commerciale. Hein. Donc, il faut la gérer, il faut tenir compte de l'humanisme et de l'humanité des personnes, mais aussi des contraintes des pays en question, sans tomber dans le piège. De toute façon, ça, il ne marchera pas. On va dire, on va stopper, on va empêcher les gens d'y aller. Donc, ça, on ne peut le faire que par de l'attraction, comme je disais tout à l'heure, aller chercher les gens et les motiver à aller ou à rester là où ils doivent aller. Troisième chose que je voulais également souligner, c'est que la diaspora marocaine, et vous l'avez souligné, je vous en remercie, a fait montre d'une véritable intégration politique dans les pays, notamment de tradition migratoire.
les Marocains sont élus dans différents niveaux, en France, en Hollande, en Belgique, et ils ont atteint des niveaux supérieurs de responsabilité politique jusqu'au gouvernement. Donc on a eu des ministres, on a encore des ministres marocains dans des gouvernements, que ce soit en Europe ou au Canada. Donc maintenant, c'est bien de le constater, mais ça serait mieux d'en tirer un peu profit. Et donc, dans une approche opportuniste, gagnant-gagnant, qui est devenue, qui était un peu difficile auparavant. On avait tenté une fois, on a mis en place une plateforme de compétences où les gens s'identifiaient, offreurs, demandeurs de compétences. Ça a eu un premier succès, bon, mais il faut du souffle pour continuer ça et le renforcer. Et je pense qu'on n'a pas cité quelque chose aujourd'hui qui est très important à mon avis. C'est que les choses sont devenues beaucoup plus faciles qu'auparavant. On peut être en Sibérie et fournir ses compétences en Afrique du Sud, en temps réel. Aujourd'hui, on est connecté, vous avez dit la connexion, on a tous les moyens d'être connecté, on peut assister à une opération médicale complexe sans bouger. Donc, on peut gérer des équipes sans bouger. C'est cette mobilité virtuelle, un peu. C'est une mobilité transactionnelle sans vraiment prendre l'avion à chaque fois ou prendre le train chaque jour, etc. Donc, je pense qu'il y a pas une niche, mais vraiment une autoroute à explorer par rapport à cela et qui permettrait, donc, si on met en place ces outils, observatoires et plateformes, ça va énormément profiter à tout le monde dans une approche gagnant-gagnant. Merci. Merci beaucoup, Président. Merci. Je ne m'attarderai pas. Dear Secretary General, the last word is yours. Your feedback, please. Thank you very much. The migrants, a new power of the city or the country. That's why the host cities should work with them in a peace. Because when they are migrating their own countries to the host countries, they are carrying with them their cultures, their experience, then everything. Let me give a small example. For Jordan, 1/3 of the people migrated from Palestine. And also, we can see many Lebanese people in Mexico City and Latin America. Now, they are not workers. They are owner of their jobs, their companies. In the past, we sent also many workers to Germany, France, and some European countries. Now, they create their own job, their own fabric, and some of them very active in the political life of those countries. And also sportsmen, football players, they are playing in their countries. Even they have both nationality and they are contributing those countries and original countries. That's why we should keep them and we should work them in a peace. Okay, thank you very much. Thank you very much, Secretary General. Really, I have been so happy to listen to you all and to exchange. I would like to make a really recap and recommendations, and this will be part of the recommendations that the Kingdom of Morocco will be giving to UCLG
and to the UN around the reflections for the post-2030 agenda. Thank you very much, each one of you. Thank you.